Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau Mardi de l'Agri. On va parler ce matin de l'élevage au Kenya et en Tanzanie. On remercie au passage notre partenaire fidèle pour tous ces Mardis de l'Agri depuis qu'on les a mis en place, le SPAS. Le SPAS est partenaire de nos Mardis de l'Agri depuis plus d'un an et demi maintenant, bientôt 2 ans. Donc merci pour ce partenariat. Nos intervenants ce matin, je vous les présente très brièvement, mais ils vont se présenter eux-mêmes. Ce sera beaucoup plus performant que si c'est moi qui les présente. Donc, j'accueille Ludovic et Vincent. Ludovic Prévost, qui est directeur pays pour l'Afrique de l'Est à Business France. Bonjour Ludovic et bienvenue. Bonjour, et puis merci de nous accueillir ce matin. Avec grand plaisir. Et bonjour Vincent. Vincent qui est conseiller aux affaires agricoles à l'ambassade de France au Kenya. Bonjour Vincent. Bonjour et merci pour cette invitation également. Avec grand plaisir. Donc, tous les deux, vous allez partager votre expertise et votre vision terrain du secteur agricole. On va faire un focus principalement sur l'élevage. On va détailler tout ça donc au travers de différents points. Vous allez nous faire tout d'abord un panorama global sur les deux pays. Quelles sont les tendances, les relations avec la France pour ces deux pays. On va faire un zoom sur quelques filières élevage. On va toujours faire ce parallèle Kenya, Tanzanie sur chaque point évoqué. On va parler un petit peu des homologations, certifications, réglementations, enregistrements, bien que ce soit très spécifique en fonction de vos nomenclatures produits, en fonction de vos activités. On va essayer tout de même de vous donner quelques idées phares et quelques recommandations là-dessus. Si on ne rentre pas spécifiquement dans le détail de vos activités, n'hésitez pas à revenir vers Isabelle. C'est tout à fait facile et rapide d'organiser une visio avec Vincent et Ludovic pour aller plus en profondeur dans vos projets et puis répondre à vos questions précises sur tel ou tel sujet. On va parler aussi pendant ce webinaire des opportunités pour vos produits, pour vos expertises. Quels sont les besoins côté Kenya, côté Tanzanie et puis voilà, comment vous, en tant qu'entreprise bretonne, vous pouvez répondre à ces besoins? Quelles sont les opportunités business pour vous? Quelques recommandations vous seront faites sur le How to do good business avec le Kenya et la Tanzanie. Bref, l'objectif de ce webinaire, vous l'avez compris, c'est de vous dresser un panorama global sur l'élevage dans ces deux pays, mais surtout de vous apporter des données clés, des infos pragmatiques, pratico-pratiques pour bien aborder ces deux marchés. Alors, je vais passer sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. Je vais juste m'attarder, si vous le voulez bien, sur quelque chose de très important. Si vous ne connaissez pas déjà la plateforme Suppliers from Bretagne, c'est une e-vitrine qu'on a mis en place il y a plus d'un an maintenant. C'est réservé à nos adhérents. Vous savez que pour faire appel au service de BCI, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à notre association. Cependant, quand vous l'êtes, vous avez un accès privilégié à certaines ressources, à certains services. Cette vitrine Suppliers from Bretagne donc, est réservée aux adhérents de BCI. C'est gratuit pour les adhérents. C'est vraiment une vitrine dans laquelle vous pouvez mettre en valeur vos services, vos expertises. La cible de cette e-vitrine, ce sont vraiment les acheteurs étrangers, les investisseurs. Il y a beaucoup d'entreprises bretonnes adhérentes déjà qui ont généré des ventes, des contrats grâce à cette plateforme. Donc, je vous invite vraiment à vous y inscrire. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, vous pouvez recontacter Isabelle, votre chargée d'affaires BCI, ou revenir vers les membres de l'équipe pour avoir des infos et savoir comment ça marche. Deuxième focus très important, l'Open de l'International. Vous pouvez noter d'ores et déjà dans votre agenda le lundi 3 juillet. On va fêter le 11e Open de l'International. C'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. Occasion pour vous de rencontrer nos partenaires agréés à l'étranger, comme le bureau Business France Kenya. Ludovic, d'ailleurs, sera présent à Saint-Brieuc le 3 juillet prochain. Ce sera l'occasion pour vous de le rencontrer pour de vrai. Cet Open de l'International, donc c'est aussi l'occasion pour vous d'assister à des ateliers thématiques, à des tables rondes. Nouveauté cette année, on met en place des forums networking. Il y en aura 5 thématiques
qui se dérouleront sur toute la journée. Il y aura une plénière, évidemment. Il y aura un village des partenaires à l'international. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces choses, tous ces mini-événements au sein de l'événement Open de l'international le lundi 3 juillet et ça se passera à Saint-Brieuc. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire sur cette diapo et puis vous avez dû recevoir par mail déjà l'invitation pour vous inscrire en ligne. Donc, on vous donne rendez-vous le lundi 3 juillet à Saint-Brieuc pour ce 11e Open de l'international. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse la parole, messieurs. Oui, merci beaucoup, Karen. Avec Si vous voulez plaisir. bien, je vais démarrer. Sur l'Open de l'international, oui, effectivement, juste pour confirmer, j'y serai bien présent. Et donc, si on a s'il y a des entreprises qui s'intéressent à la région de l'Afrique de l'Est, qu'elles n'hésitent pas à travers la plateforme à prendre des rendez-vous. Moi, je serai présent toute la journée, donc ça sera avec plaisir. Ce qui me permet d'ailleurs rapidement de faire un peu la transition, puisque moi, je suis basé donc au Kenya, hein, où je dirige les bureaux de Business France. Et c'est un bureau régional qui a donc compétence sur le Kenya, bien entendu, mais aussi sur la Tanzanie, le Rwanda, et on a également une petite équipe basée à Addis pour le marché éthiopien, Djibouti, et jusqu'il y a malheureusement quelques semaines au Soudan, où pour le moment, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, voire même très compliqué de faire quoi que ce soit. Voilà, donc juste pour vous donner une petite idée aussi de la couverture géographique et puis des pays sur lesquels vous pourrez éventuellement m'interroger le 3 juillet à Saint-Brieuc si ça vous intéresse. Là, mon objectif, c'est de vous parler, et avant de laisser la parole à Vincent, qui rentrera plus sur des sujets, je dirais, sectoriels, de vous donner un petit panorama sur les deux pays que sont le Kenya et la Tanzanie. Si tu veux bien, Karen, passer à la slide suivante, on va commencer par je dirais un petit panorama macroéconomique pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de ce à quoi ressemblent ces pays. Si on commence par le Kenya, hein, c'est la première économie de l'Afrique de l'Est. C'est un PIB qui est d'à peu près 110 milliards de dollars en 2021, donc un petit peu plus de 2200 dollars par habitant. C'est également le premier pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui a été classé comme un pays à revenu intermédiaire. Il a été rejoint depuis d'ailleurs en 2020 par la Tanzanie. Et c'est un pays sur lequel on a des niveaux de croissance qui sont quand même assez élevés, puisqu'on était à quasiment 6% sur la décennie 2000. Et vous le voyez, des perspectives assez intéressantes et favorables en 2023. Ce sont des statistiques FMI qui nous donnent une croissance à peu près 5,2% sur l'année 2023, ce qui va au-delà, vous le voyez sur la diapo, là, des moyennes monde, bien sûr, mais aussi des moyennes sur l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, en 2022, on était à 3,9% de croissance sur le continent, quand on était à 4,7 sur le Kenya et à 5,40 sur la Tanzanie. Donc on est sur une région qui est assez dynamique sur le plan économique. On a quand même des sujets, et celui du Kenya, il porte plutôt sur l'endettement du pays. Vous avez un niveau d'endettement de la dette publique qui atteint quasiment 70% au Kenya, qui a doublé entre 2012 et 2022, et qui pose la question de savoir quelle est encore la latitude des autorités et de l'État kényan de manière générale à s'endetter et à financer des grands projets d'infrastructure, sachant que la croissance que j'évoquais à l'instant, elle a quand même été assez largement portée par ces grands projets d'infrastructure dans le pays. Voilà, donc il y a quand même cette interrogation-là, sachant que le pendant, c'est que les autorités kenyanes se tournent aussi de plus en plus vers le secteur privé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et notamment sur des projets en PPP, donc sur des partenariats public-privé. Pour le Kenya, la Tanzanie, c'est un petit peu différent. Vous êtes sur un pays qui a des niveaux de croissance également assez importants.
voire même plus important qu'au Kenya, quasiment 6,5% de croissance entre 2000 et 2019, enfin avant le Covid, sachant que l'impact Covid au Kenya, en Tanzanie, pardon, a été assez faible, puisque les frontières n'ont jamais réellement fermé. C'est une économie qui est, comme le Kenya d'ailleurs, hein, assez largement dominée par les services, c'est plus de 40% du PIB, et l'agriculture, c'est 30% à peu près du PIB, mais c'est 65% de la population en termes d'emploi. C'est à peu près dans les mêmes proportions sur le Kenya. Donc un secteur, je dirais, agricole au sens large, qui pèse lourd dans l'économie de ces deux pays-là. Idem des perspectives de croissance assez favorables sur l'année 2023 et sur les années à venir. Vous le voyez sur la diapo, hein, c'est 5,3% pour l'année 2023 selon le FMI. Voilà. Si vous voulez bien passer à la suivante. Merci beaucoup. Quelques mots sur l'environnement des affaires. Alors, je vais commencer par le Kenya, sur un environnement des affaires qui est assez favorable. Vous voyez le classement au Doing Business de la Banque mondiale sur 2020 est assez bon, puisque c'est le 3e pays sur l'Afrique subsaharienne. Le premier étant, je crois, Maurice, me semble-t-il, et le second, le Rwanda. On est sur des évolutions au Kenya qui sont assez favorables, notamment sur le plan législatif, que ce soit sur l'enregistrement des sociétés ou encore sur les procédures douanières. Cela étant dit, on a quand même encore des bons challenges les Kenyans ont encore un certain nombre de challenges à relever. Je vous parlais du classement de Doing Business qui est plutôt bon. Si on regarde celui de Transparency International qui notamment traite de la corruption, celui-là est beaucoup moins bon. Donc il y a quand même des sujets là-dessus. Et puis aussi des difficultés qui sont, je dirais, persistantes. Vous voyez sur la diapo immigration visa, on a très régulièrement des problématiques avec des filiales françaises qui sont implantées au Kenya qui veulent faire venir des expatriés sur la thématique des visas. On en a eu d'ailleurs aussi sur les VIE ces dernières années, même si on a réussi à régler le problème. D'autres sujets, notamment, je dirais, sur le plan fiscal, où vous avez pas mal de sociétés qui se plaignent parfois de pratiques de KRA étant le fisc kényan, qui met une pression assez forte, pour pas dire plus, sur les entreprises françaises, ou encore des problématiques de récupération de TVA. Voilà. Donc on a quand même encore des sujets sur l'environnement des affaires. Globalement, 2 mots sur l'approche marché. Alors, nous, on ne peut que recommander de trouver un partenaire local. Venir sur le marché seul, c'est pas une bonne idée. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment trouver un partenaire local. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec Vincent sur les thématiques d'enregistrement, etc. Mais il faut avoir quelqu'un qui sait naviguer, je dirais, dans l'administration kenyane, mais qui aussi va avoir son propre réseau sur place de distribution ou autre. Donc ça peut, en fonction de vos projets, soit être un agent, soit être un distributeur, mais on recommande très très fortement, et ça c'est valable aussi sur la Tanzanie, ce que je suis en train de vous expliquer, d'avoir vraiment un partenaire local et donc de venir sur ces pays-là dans l'optique de rechercher ce partenaire. Et c'est vrai que les entreprises qu'on accompagne en général, de toute façon, on en parlait encore il y a quelques minutes avec Karen, ce sont des programmes B2B. On emmène les entreprises pour qu'elles rencontrent des partenaires sur place. Voilà. Et deuxième chose, prendre le temps, et revenir. Ça ne marche pas comme ça sur une mission d'une semaine. Il faut entretenir le contact, faire le suivi et se donner le temps de rentrer dans une relation de confiance avec les gens que vous avez rencontrés sur place pour pouvoir espérer derrière lancer un petit peu la machine et vous implanter durablement sur ces marchés. Sur la Tanzanie, sur l'environnement des affaires, je ne reviendrai pas sur l'approche marché parce que c'est la même sur l'ensemble de la région, je dirais.
Mais sur l'environnement des affaires, c'est un petit peu différent en Tanzanie. On a été assez longtemps sur un pays où, je dirais, on était un petit peu en mode ex-URSS, très fermé et pas nécessairement très accueillant pour les investisseurs internationaux. Et ça a beaucoup changé depuis 2021. Peut-être aviez-vous suivi, mais le président de l'époque, donc le président Magufuli, est décédé assez brutalement. Et c'est sa présidente adjointe qui avait pris le pouvoir, qui s'appelle Samia Hassan à l'époque, et qui sera en poste jusqu'en 2025. Et qui a changé complètement de braquet sur le pays, qui a opéré un remaniement ministériel assez profond avec pour objectif de poursuivre effectivement les grands projets d'infrastructure qui avaient été lancés, mais aussi, je dirais, de relancer le dialogue avec la communauté internationale, que ce soit le secteur privé, les investisseurs ou également les bailleurs de fonds. Sachant que, petit aparté, que ce soit là encore sur le Kenya ou sur la Tanzanie, les bailleurs de fonds sont très bien implantés et surtout très impliqués, que ce soit la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou encore l'AFD, qui finance énormément de projets dans la région. Donc, on a un contexte sur la Tanzanie qui s'est nettement amélioré depuis maintenant 2 ans. Et on le voit bien, nous, au quotidien, le nombre d'entreprises françaises qui sont parties prospecter la Tanzanie depuis 2 ans a explosé. On peut On va voir passer ça, à oui, la... dans les relations avec la France, justement, pour les deux Alors, ouais, pays. alors là, on parle du Kenya. Il y a une slide sur la Tanzanie après, mais il y a 2 manières, je dirais, de présenter les choses. Une qui est assez positive et l'autre qui l'est un petit peu moins. La première, c'est sur la présence française dans ces 2 pays. Elle a très fortement augmenté ces 10 dernières années. Vous avez aujourd'hui 120, 130 filiales françaises, par exemple, sur le Kenya, dont une bonne trentaine dans le secteur de l'agro en général sur le Kenya. Mais Vincent y reviendra, peut-être je pense qu'il dira quelques mots sur le club agro qui a été monté ici et donc, me semble-t-il, il y a une réunion cet après-midi. Et une quarantaine sur la Tanzanie aujourd'hui. Mais le Kenya, il y en avait une quarantaine il y a encore 8 ans, et la Tanzanie, une vingtaine il y a moins de 10 ans. Donc on est sur un triplement de la présence française au Kenya en moins de 10 ans et sur un doublement en Tanzanie. Donc ça, c'est assez favorable et ça prouve, je dirais, un petit peu l'attractivité de ces deux marchés-là et aussi l'intérêt que peuvent avoir des entreprises à venir s'y implanter. Et je pense notamment au Kenya, puisque c'est quand même le hub régional et la plupart des entreprises qui sont implantées ici le sont pour rayonner sur l'ensemble de la région Afrique de l'Est. Donc ça, c'est la partie, je dirais, qu'on pourrait qualifier de positive. À l'inverse, si on regarde, vous voyez bien le graphique sur la diapositive, en termes de flux, en revanche, ça reste assez modeste. En 2022, vous le voyez, on a exporté pour 175 millions d'euros au Kenya. C'est assez faible, c'est encore moins, je crois que c'est la moitié moins sur la Tanzanie. C'est faible. Par exemple, de mémoire, en Côte d'Ivoire, on doit être à 1,2 milliard par an. Donc, on est très très loin des flux qu'on peut avoir, par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est l'aspect moins positif. Globalement, les Kenyans et les Tanzaniens, d'ailleurs, ont une bonne perception, je dirais, de la France et des produits français. Cela étant dit, on n'est pas nécessairement attendu sur ces marchés-là, faut le savoir. Il y a une grosse concurrence chinoise, notamment indienne aussi, mais également d'autres, je dirais, partenaires européens. Je pense à l'Allemagne, entre autres, les Italiens, et aussi hors UE, la Turquie, pas mal.
Donc on n'est pas nécessairement attendu, et on a affaire à des gens qui sont sur d'une mentalité anglo-saxonne, donc très orientés business, hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'environnement des affaires. Ça se traduit comment? Ça se traduit par de deux choses l'une, soit il y a un intérêt pour vos produits à ce moment-là, ils vont discuter, soit ils vont vous le dire très vite. Il n'y aura pas de palabres sans fin pour arriver à un résultat où on ne saura pas trop si ça peut ou ça ne peut pas marcher. S'il y a un intérêt, ils vont discuter. Voilà. Et d'une manière générale, comme je vous le disais, côté français, il y a une perception assez bonne de nos produits, même s'il y a quand même une problématique souvent prix qui revient, puisque on se retrouve assez régulièrement beaucoup plus cher que des pays comme la Chine, notamment sur la partie sur les équipements. Voilà. Il y a une slide suivante sur la Tanzanie, mais j'ai déjà évoqué ce sujet-là. De toute façon, elles vous seront, je pense, distribuées ensuite par BCI. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais laisser la parole à Vincent, qui lui va rentrer un peu plus dans le détail sur des sujets sectoriels. Voilà. Merci Ludovic. Merci Ludovic, et puis bonjour à tous. Donc Vincent Apt, moi je suis conseiller aux affaires agricoles basé à Nairobi, mais je couvre toute l'Afrique de l'Est et l'océan Indien, donc la même zone qu'a présenté Ludovic, avec l'océan Indien en complément, et dans nos missions à l'ambassade. Donc moi je suis du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Dans mes missions à l'ambassade, c'est de faire le lien avec les différents acteurs qui travaillent dans l'agri-agro des pays de la zone. Donc bien sûr en lien avec les équipes de la Team France et notamment Business France, et donc une relation institutionnelle comme avec le secteur privé ou le développement de coopération. En quelques mots sur l'agriculture au Kenya et l'agriculture en Tanzanie. Alors vous avez quelques chiffres, je ne vais pas forcément tous les commenter, mais voilà, sur le Kenya, on est quand même l'agriculture, et puis après derrière la transformation agroalimentaire, ça reste quand même un secteur clé, à la fois en termes de part du PIB, mais aussi de part de l'emploi. Donc ça, c'est important, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de pays africains, comme vous pouvez le voir un peu sur les moyennes, hein, 23%, 24% du PIB, et puis plus de 50% de l'emploi qui est agricole. En termes de surface, le Kenya, juste pour que vous le représentiez, on est sur une surface agricole à peu près équivalente à celle de la France, mais par contre dans des répartitions qui sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'on va être un cœur qui est arable, que vous voyez ici en jaune sur la carte, qui est la partie qui va être cultivée sur les hauts plateaux, sur les zones proches du lac Victoria, et où là on va retrouver l'essentiel des cultures et en gros de ce qui va être cultivé. Mais derrière, les pâturages couvrent plus largement le pays. Donc en gros, l'importance de l'élevage va être sur l'ensemble du pays, avec bien sûr une dynamique qui va être différente en fonction des zones plus, on va dire, sèches. Celles qui sont en marron sont un peu plus sèches, et donc on est plus sur du pâturage extensif, de celles qui sont plus concentrées, on va dire, sur la partie jaune, pour faire simple. Donc on a vraiment différents types d'élevage là-dessus, différents types de production. Production agricole, essentiellement le maïs, qui représente la nourriture de base, maïs blanc qui représente la nourriture de base kenyane, mais on va retrouver après un certain nombre de cultures diverses et variées, que ce soit le blé, le riz ou les haricots, qu'on va retrouver présentes, ou de la canne à sucre même, qu'on va retrouver. Donc en gros, je ne pense pas qu'il y ait de culture qu'on ne puisse pas retrouver au Kenya par rapport à la diversité des écosystèmes qu'on va retrouver, mais on a une dominance forte sur le maïs notamment. Après, dans les grosses productions à l'export, pour que vous l'ayez en tête, c'est vrai que c'est le thé, c'est le café, c'est les fleurs, c'est les produits horticoles qui vont être essentiellement échangés avec les différents pays du monde. Et c'est vrai que quand on a des échanges, mais j'y reviendrai après, quand on a des échanges, des discussions avec la partie kenyane, mais c'est vrai aussi sur la partie tanzanienne, le premier réflexe, c'est plutôt de savoir quel est le marché, en gros, français pour la destination d'un certain nombre de produits agricoles, plutôt que de se dire c'est quoi les produits qu'on pourrait importer de France. Donc, il y a besoin de créer ce partenariat et cette confiance pour se dire, bah non, mais des deux côtés, il y a du commerce qui peut être gagnant-gagnant. Donc ça, c'est important à avoir en tête, et d'autant plus que, je veux dire, la France vis-à-vis du Kenya,
enfin l'Europe, en gros, par rapport au Kenya, du coup, par rapport à cette considération-là, vont plutôt voir les marchés, en gros, d'exportation comme les Pays-Bas ou comme l'Angleterre, voire l'Allemagne sur certaines commodités, que la France en termes d'importance agricole par rapport ne serait-ce qu'au commerce. Sur la Tanzanie, alors la Tanzanie est beaucoup plus grande en surface, on va dire, que le Kenya, en surface arable, en surface en pâturage. Après, je dirais qu'on n'est pas au même niveau de PIB agricole, c'est-à-dire que vraiment le PIB agricole du Kenya est plus important aujourd'hui que la Tanzanie, lié à la structuration des filières, lié à la productivité à l'hectare et de la productivité au sens large du terme. Donc il y a un potentiel tanzanien qui est assez important par les surfaces, par les ressources qui sont disponibles. On est quand même beaucoup aussi dans tous les cas, on est sur des petites exploitations dans les deux cas, mais un secteur tanzanien qui a un potentiel qui est différent en termes aussi de zones. C'est-à-dire qu'on est, contrairement au Kenya qui va se situer notamment sur des hauts plateaux qui vont être entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, la Tanzanie va être beaucoup plus plate et beaucoup plus dans des zones de plaine, qui fait qu'on va avoir un climat un peu plus tropical et donc plus défavorable pour certaines cultures, plus favorable pour d'autres, notamment sur toute la partie centrale, qui fait que certaines cultures vont être moins faciles à développer qu'au Kenya, par exemple. Voilà rapidement dit pour les deux. Maintenant, si on fait un petit zoom sur les filières élevage, les deux pays sont des grands pays d'élevage. Je vais prendre ces cartes-là qui datent un peu, qui datent de 2017, mais ça vous donne quand même une idée de l'importance de l'élevage et de la répartition de l'élevage sur le Kenya. Alors, à la fois sur les bovins, si je prends bovins, donc si vous voyez bien, bovins, la volaille, mouton, ovins. Et puis porc, juste pour vous dire que c'est vrai que l'élevage clé, c'est l'élevage de bovins, à la fois laitier, mais aussi bovin viande, qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire national. Donc une façon de valoriser aussi et d'avoir des revenus pour les communautés pastorales qu'on va retrouver sur le nord et sur l'est du pays. Vous voyez qu'à certains endroits, on a quand même des points verts, des points jaunes qui montrent une concentration plus importante en termes de population bovine. Et là, typiquement, ça va être des zones où, quelque part, on va avoir une densité plus importante et donc soit de l'engraissement, soit plutôt de la structuration de filières laitières par la proximité qu'il peut y avoir entre l'alimentation, on va dire animale, le maïs qui pousse dans ces régions-là, et puis la capacité aussi à structurer une filière laitière. Donc les points verts, je les caractériserais beaucoup plus par cette importance filière laitière, notamment autour des villes de Nairobi qu'on va retrouver au centre et puis autour du lac Victoria. Autre population d'importance, et quand on regarde les chiffres par rapport à la France, vous voyez un peu la différence qu'il peut y avoir entre l'ovin et le caprin au Kenya et en France. On est vraiment sur quelque chose qui est clé pour l'économie du pays et qui est notamment adapté notamment au climat qui vont être plus rudes et une disponibilité en alimentation animale qui va être plus dure. Donc une façon de valoriser finalement l'environnement et les ressources, les pâturages de manière plus importante que pourrait le faire un bovin. Donc ça, c'est quand même important, même si on va dire que la filière ovine laitière ou caprine laitière cherche aussi à se développer pour apporter ne serait-ce que un complément laitier journalier aux populations rurales, mais aussi derrière pour alimenter la ville. Même si on n'a pas de grande production, on va dire, de fromage, c'est plus le lait qui va être consommé plus que le fromage. Deux autres secteurs qui se développent, que ce soit la volaille, qu'on va retrouver, encore une fois, presque sur l'ensemble du pays, mais plutôt dans les zones de production, ce qui permet quand même une proximité entre les zones d'alimentation possible animale et puis les zones de production de volaille. Donc, vous voyez, sur les grands plateaux, pour la volaille, les grands plateaux, et puis les zones près du lac Victoria, et sensiblement la même chose pour le porcin. C'est des filières qui se développent pour un marché urbain, une demande urbaine. C'est pas spécifique au Kenya, c'est sur toute l'Afrique, mais c'est vrai que la demande en viande de volaille ou en viande de porc
se développe de manière globale, y compris le volet œuf. Donc ça, c'est aussi des productions qui sont en boom avec un certain nombre de challenges, bien sûr, sur le volet alimentation animale, sur le volet contrôle des maladies, et puis trouver le système, on va dire, de production qui va être le plus adapté à cette industrialisation de la filière, puisqu'on est quand même beaucoup sur des petites exploitations avec quelques animaux par exploitation. Derrière, ça pose quand même un certain nombre d'enjeux en termes de collecte, en termes de système individuel de production, mais c'est ça les challenges principaux du moment. Sur la Tanzanie, ben voilà, on va retrouver aussi l'élevage sur l'ensemble du territoire avec, encore une fois, pour ce qui est du bovin, la zone proche du lac Victoria, qui est particulièrement importante, qui est importante aussi en filière laitière. On est quand même sur des niveaux de productivité qui sont inférieurs en Tanzanie qu'au Kenya, mais un cheptel qui est vraiment important. On va avoir un caractère un peu moins prononcé sur le volet ovin caprin qu'au Kenya, parce qu'on a des zones qui sont quand même un peu moins désertiques, mais ça reste quand même voilà, souvent une production, on va dire, d'autosuffisance qui est importante, puisque je veux dire, ça permet de reconstituer un troupeau assez rapidement. On peut avoir un accès à la viande facile. Si on a un petit cheptel de 3, 4, 5, une dizaine d'animaux, derrière, c'est plus facile à accéder. En ressources, c'est plus facile, voilà, on va dire, à sacrifier qu'un bovin qui va coûter plus cher. Et donc, quelque part, ça peut être voilà, l'accès à de la viande bon marché et facile en milieu rural. Même dynamique pour le porcin, qui reste quand même moins développé qu'au Kenya, mais par contre la volaille, que ce soit au Kenya ou en Tanzanie, ça reste le secteur qui est vraiment en boom aujourd'hui en termes de production animale par rapport à la demande et par rapport à, voilà, à la capacité à le consommer localement. Voilà, vous avez quelques chiffres aussi en termes de production laitière, de production de viande, mais je passe ces points-là. Il y a des questions peut-être par rapport aux différents types d'élevage. En ce qui concerne les fermes, le type de ferme, donc tu disais que c'était plutôt des petites exploitations. Il n'y a pas de grosses fermes publiques, enfin des fermes d'État. Comment est structuré le marché, que ce soit au Kenya ou en Tanzanie? Alors, en fait, c'est des chiffres, on court toujours après de savoir un peu quelle est la taille des structures et quelles sont les surfaces qui sont valorisées par telle ou telle structure. C'est vraiment pas évident d'avoir ces chiffres-là. On n'est pas, non, on n'est pas sur des domaines, même s'il peut y avoir quelques propriétés publiques qui exploitent publiquement, généralement, on n'est pas dans les leaders du marché. Il peut y avoir quelques grandes surfaces, quelques grandes exploitations agricoles. Voilà, je pense surtout en culture, que ce soit en Tanzanie comme au Kenya, mais globalement, la grande majorité, c'est des petits producteurs, donc avec, on va dire, entre 1 et 2 hectares. Et après, on va avoir des exploitations un peu plus commerciales, comme on va les appeler, qui vont se structurer autour d'un cheptel qui va avoir entre 10 et 20 vaches laitières, par exemple. Ou, voilà, donc, mais souvent, on est aussi sur des tailles d'exploitation qui ne permettent pas d'avoir au même endroit la production de feed et puis d'élevage. Donc, on est souvent aussi sur voilà, un marché qui va se créer entre des exploitations qui vont produire du végétal, même si on n'a pas de filière en tant que telle de production animale, c'est-à-dire que c'est du maïs qui ne va pas être valorisé pour l'alimentation humaine, qui va basculer éventuellement dans l'alimentation animale. Donc voilà, on a des petites structures et derrière qui sont interconnectées en fonction des flux et des besoins. D'accord. En ce qui concerne l'alimentation animale, justement, parce qu'on a pas mal d'entreprises qui étaient inscrites à ce webinaire qui sont dans ce domaine-là, alimentation, nutrition animale. Qu'est-ce que tu peux dire au niveau de la production locale, des besoins? Est-ce qu'ils importent les aliments ou est-ce qu'il y a une autosuffisance de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers que pourraient combler les entreprises bretonnes dans ce domaine? Alors, tout dépend ce qu'on met dans le champ de l'alimentation animale. C'est-à-dire qu'en gros, si on parle des matières premières, bien souvent, on est sur du maïs, on est sur du son de blé, on va être sur des tourteaux de soja ou de tournesol, par exemple.
qui vont constituer la base de l'alimentation animale. Et derrière, il peut y avoir un certain nombre de besoins en termes de formulation, en termes de complémentation, de rajout de protéines notamment, ou de compléments alimentaires ou de vitamines. C'est plus là que va se faire en fait voilà, la recherche en termes d'alimentation animale. Maintenant, la plupart, ça reste une alimentation de base avec les grandes matières premières que je viens de décrire. Et là, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on est sur un marché régional donc de l'EAC, de la communauté d'Afrique de l'Est, avec, on va dire, des grands bassins. Le Kenya a toujours été en tension en fait pour produire finalement suffisamment de food et de feed, et donc le sourcing va beaucoup se faire sur l'Ouganda ou sur la Tanzanie pour ces matières premières, avec une particularité, on va dire. Alors, le soja reste toujours un enjeu dans la zone, notamment par rapport sur la filière volaille, même si l'Ouganda commence à se développer. On travaille notamment avec un certain nombre d'acteurs et la Fondation Avril au Rwanda pour développer la filière soja, justement pour structurer un peu ces besoins-là de filière locale sur l'alimentation animale. La Tanzanie mise beaucoup sur les oléagineux, et notamment une production de tournesol importante. Et donc, typiquement, aujourd'hui, les tourteaux sont de plus en plus consommés localement, mais il y a une habitude d'exporter du tourteau de la Tanzanie ou de l'Ouganda vers le Kenya. Voilà. Mais encore une fois, on reste voilà, sur une alimentation animale qui va enfin, déjà, si on est sur les ruminants, on va être beaucoup lié au pâturage et à la disponibilité en herbe et en fourrage. Et puis derrière, on va avoir certaines productions, et notamment la filière volaille, pour ça structure bien, va questionner sur c'est quoi les protéines, elles sont avec quelle source, comment on valorise ça. Et derrière, voilà, il y a un besoin vraiment de formulation, éventuellement de compléments, mais on n'est pas dans une dynamique d'importation de sacs, on devrait dire d'alimentation animale telle quelle pour venir Ouais, compléter. Parce là que j'étais plus partie sur les prémix, les compléments alimentaires, vraiment compléments nutritionnels. voilà. Donc ça, c'est les choses qui se font. Après, comme le disait Ludovic, hein, on est sur un marché qui est déjà concurrentiel, c'est-à-dire où il y a déjà un certain nombre d'acteurs. Et donc aujourd'hui, plus que, je vais dire, le distributeur, ce qui me paraît important sur ce secteur-là, c'est de trouver les bons partenaires. C'est-à-dire en gros comment travailler avec les fabricants d'aliments, comment identifier ceux qui sont en devenir ou qui ont un certain nombre de questionnements, et donc de travailler ensemble pour définir des bonnes formules, créer du partenariat durable et s'inscrire dans la durée à 5 ans, à 10 ans pour développer des formulations qui, petit à petit, vont permettre d'être vendues. Le coût, encore une fois, je pense que le coût de l'aliment reste un vrai enjeu aujourd'hui, un vrai challenge, et les acteurs vont chercher avant tout voilà, le coût de l'aliment le moins cher. Donc derrière, il faut pouvoir faire la preuve que les compléments apportent un plus. On a eu beaucoup de débats pendant la période Covid, et ils se continuent toujours aujourd'hui, notamment au Kenya, sur la disponibilité en aliments et en aliments OGM, notamment en maïs OGM. Et c'est aujourd'hui toujours un débat au Kenya, mais aujourd'hui, aucune céréale OGM peut rentrer sur le territoire kényan. Et donc, il y a cette question-là de se dire comment, pour l'alimentation animale, on ne peut pas autoriser l'importation de produits OGM. Et derrière, s'ensuit, et pourquoi on ne produirait pas aussi les OGM localement. Mais voilà, encore une fois, on est sur un marché voilà, dynamique, dominé aussi par le maïs blanc, et ça c'est important, parce que derrière la question de l'OGM, est-ce qu'on a de la disponibilité en maïs blanc OGM, est-ce qu'on a et même tout simplement, est-ce qu'on a de la disponibilité en maïs blanc, qui viennent d'ailleurs. Donc on a des partenariats qui se créent avec la Zambie, on a le Mexique qui est aussi un autre partenaire, mais il y a voilà, aujourd'hui on est sur un marché de l'alimentation animale qui est aussi dominé par le besoin en termes alimentaires, qui est le maïs blanc, qui rentre vraiment dans la composition de base de l'alimentation kenyane, voire tanzanienne. Donc, quelque part, les deux secteurs sont vraiment, vraiment très liés. Il y a des questions peut-être de la part des participants. Agnieszka, Alexandre, vous êtes déjà présents, je crois, sur ces pays-là. Vous voulez rebondir sur les propos de Vincent? Vous avez peut-être une remarque ou un partage d'expérience à faire? Ou Delphine, une question particulière? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, soit par écrit, soit en activant vos micros. Il n'y avait pas de questions, on va poursuivre, mais... Allô, c'est... Oui. Oui, C'est Agnès. juste, ouais,
par rapport à en fait la volaille, bon, comment sont en fait les structures, donc les bâtiments en volaille? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de ils appellent ça indigenous chicken en fait. Est-ce Mhm. que, comment est structurée justement, la filière volaille en fait, plus au niveau des élevages? C'est voilà quoi, parce que moi je me suis pas déplacée sur la zone, donc c'est plus ce côté-là en fait, entre la volaille, comment dire ça? Standard ou classique, l'élevage, classique et en fait, cet élevage du poulet indigène en fait. Hmm. D'accord. Alors, peut-être que ça peut me permettre de passer sur la diapo d'après, comme ça permettra aussi un peu de commenter. Sur la filière volaille, vous voyez, en gros, au Kenya comme Tanzanie, on a un certain nombre d'acteurs clés qui vont structurer la filière et qui vont faire appel. Alors, je prends par exemple Kenchik au Kenya, qui vont faire appel, qui vont structurer la filière et soit disposer en propre d'un certain nombre de grandes exploitations de production de volailles ou d'œufs, soit travailler avec des plus petits. Maintenant, il y a ces filières-là qui vont être, on va dire, industrielles et qui vont travailler avec des plus grandes exploitations de volailles, hein, sur des bâtiments qui n'ont pas forcément besoin d'être qui sont pas forcément au top de la modernité comme on pourrait, enfin top de, on va dire, de l'automatisme, du contrôle tel qu'on pourrait l'avoir en Europe, mais qui sont quand même sur des tailles assez satisfaisantes, des bâtiments quand même un peu ouverts sur l'extérieur, mais qui permettent voilà, de gérer les lots différents en termes de volailles, d'apporter de l'alimentation de manière régulière. Et ça, c'est un enjeu aussi d'automatisation de cette alimentation-là. Donc, quelque part, la maîtrise la biosécurité, elle se fait aussi plus par la maîtrise de la qualité de l'aliment, la maîtrise de l'apport régulier et du suivi, plus que des bâtiments qui vont être particulièrement fermés ou voilà, très automatisés. Donc, on va avoir des grandes exploitations de ce type. Et après, c'est vrai, alors pour le marché pour ce marché-là, avec ces grands opérateurs qui sont cités là, ou plus pour le marché local, voilà, des productions de poulets indigènes qui vont plus servir aussi les producteurs locaux, les petits abattoirs locaux, ou ne serait-ce que la restauration de bord de route, où bien souvent le poulet permet d'être stocké en cage avant d'être consommé dans la foulée le midi ou autre. Donc, on d'approche. Maintenant, toutes les filières sont là, c'est-à-dire que la filière œuf, la filière viande, comme le dual purpose qu'on va un peu prendre en indigène, va être aussi présente localement. Donc, on va avoir ces différents modèles qui vont se développer. C'est vrai qu'on a un modèle qui commence à se répandre dans la zone, qui est celui des Tio Chicken, qui maintenant diffuse avec d'autres structures comme Uzima Chicken, voilà, qui utilisent notamment de la génétique Sasso et dont le principe est de mettre à disposition finalement des poussins de quelques jours qui vont être boostés par quelques accélérateurs, des gens qui vont garder les poussins pendant une centaine, peut-être pas une centaine de jours, mais entre, on va dire, 60, 80 jours, le temps que ça fournisse de la volaille qui sera prête à être distribuée finalement aux agriculteurs locaux pour produire soit des œufs, soit de la viande au niveau plus local. Donc on a un système voilà, parfois aussi de quelques exploitations qui vont produire ces poussins, qui vont être accélérés dans certaines exploitations qui vont être un peu leaders, un peu plus grandes, et ensuite redistribués finalement sur des plus petites structures. Donc on a tous les modèles qui sont dans la nature, mais c'est vrai qu'on va être plus sur des petites structures aussi. Voilà, avec la génétique, toute la génétique est là. On retrouve beaucoup de génétique qui vient initialement de France, qui va être là. Voilà, ça c'est vraiment en fort boom. Je n'ai pas les chiffres exacts voilà, du besoin aussi en termes de poussins d'un jour, mais c'est quelque chose qui grandit. On a, pour vous donner aussi un exemple, on a des couvoirs qui sont développés, que ce soit Ubar avec Avipro au Kenya, ou que ce soit Aviagen en Tanzanie. Voilà, pour vous montrer aussi qu'il y a cette demande-là quand même de croissance et de besoins plus importants en viande de volaille dans ces pays. Ça a répondu à votre question, Agnieszka. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut intervenir avant que l'on
Oui, Donc, oui, et en fait, entre le poulet standard et le poulet indigène, en fait, le marché, c'est quoi? C'est plus, le standard, plus indigène, en fait? C'est quoi à peu près le pourcentage? Qu'est-ce qu'on retrouve plus sur le marché? Je Ça, vous embête? non, mais j'ai pas la réponse à ça. C'est-à-dire Ah, qu'en fait, OK. j'aurais tendance à dire que le poulet standard, enfin, en gros, le poulet standard va se Oui, développer c'est davantage mmh. par rapport notamment à tous les modes de commercialisation. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, on est quand même le Kenya est le pays le plus développé en termes de grande distribution. Et Mmh. donc, typiquement, on va retrouver cette disponibilité-là de plus en plus importante. Donc, au niveau des fast-foods, au niveau d'un certain nombre de besoins, ce poulet-là va être demandé. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas opposer non plus le poulet standard avec le poulet indigène, Ouais, puisque ouais. justement, il y a cette recherche d'avoir un poulet indigène qui est un peu plus, on va dire, un peu plus dual purpose et qui va permettre quand même de répondre à un certain nombre de standards et de faire évoluer ça en se disant, bah, à un moment donné, on veut de l'œuf, on veut de la viande, on veut quand même de la viande qui ait voilà, une certaine qualité tout en séduisant aussi le consommateur historique. Donc, voilà, les deux sont, on va dire, en évolution. Regardez, c'est difficile de les opposer aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment cette recherche aussi de productivité et puis d'adaptation finalement au changement aussi de l'alimentation dans deux pays où, faut pas l'oublier, hein, c'est plus la consommation de viande bovine qui est mise en avant. Donc ça prend sa place. Et je crois qu'on fait la réflexion, je crois que c'est un des rares pays aussi où la viande de bœuf est moins chère que la viande de volaille sur OK. les étals. Voilà. on a une autre question de Delphine. Vincent, donc, par rapport à la taille des élevages, je pense qu'on a répondu à cette question, Delphine, déjà précédemment. Mais là, le complément de question, c'est par rapport au type d'élevage, ça, élevage en extérieur principalement. Euh, alors, sur la volaille? Volaille, oui. Ouais. Enfin, je pense que dans tous les cas, on est sur des bâtiments qui sont assez, enfin, dans beaucoup de cas, qui sont quand même assez simples, avec des toits de tôle, avec des zones de ponte, avec des zones d'alimentation. Enfin voilà, mais on reste quand même. Alors, soit c'est du grand extérieur, mais là c'est de la petite production. Mais en Structure, règle ouais. générale, on a quand même un bâtiment qui est assez aéré, mais qui est quand même couvert. Donc les animaux sont plutôt sous bâtiment très aéré. Donc on est entre les deux, quoi. On n'a pas forcément on n'a pas forcément ce débat-là autour de voilà, du bien-être animal, sur se dire est-ce qu'il faut que ce soit en plein air et que Ouais, derrière ça rentre au bâtiment. c'est ce que j'allais Moi, te en tout cas, demander. ouais, moi que j'ai vu en tout cas en bâtiment de volaille, encore une fois, j'ai pas une vision extensible, mais j'ai plutôt vu des des grands bâtiments très aérés où enfin, voilà, on est à l'intérieur, mais je veux dire, ils sont pas du tout fermés, quoi. Donc le vent passe, l'air circule et il peut y avoir de l'espace. Donc en fait, voilà, je dirais que c'est plus ça la tendance globale. Après, peut-être il y aura quand même une évolution aussi vers le plein air, mais derrière, on est quand même voilà, sur des questions aussi en termes de biosécurité qui posent un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, les grands producteurs de volailles, les plus grands producteurs de volailles ont aussi aujourd'hui le souci de savoir c'est qui les petits producteurs de volailles qui sont à proximité de là où je suis pour éviter des contaminations croisées voilà, et la propagation d'un certain nombre de maladies aviaires. Donc en fait, il y a quand même ce sujet-là aussi de se dire comment on arrive à gérer l'intensification du secteur avec des petits producteurs et des grands producteurs qui ne vont pas avoir la même maîtrise des risques sanitaires. Ça répond à la question, Delphine? Oui, pardon, c'est tout bon, merci. Oui, merci. Moi, j'ai rebondi sur ce que tu disais à propos des maladies. Là, est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier, enfin, que ce soit en volaille ou dans les autres types d'élevage? Est-ce qu'il y a des maladies prédominantes, des problèmes récurrents auxquels font face les éleveurs et qui nécessiteraient des solutions qui pourraient être apportées par des entreprises bretonnes en termes d'hygiène, de santé animale? Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Ouais, alors,
je suis pas vétérinaire, donc c'est toujours des mots, c'est toujours Non, mais des s'il y a des maladies. maladies récurrentes qui posent vraiment problème de manière régulière dans les élevages, je ne sais pas, Ouais. est-ce qu'ils Alors, sont parés pour répondre, enfin pour endiguer ces maladies-là, ou est-ce qu'il y a de réels besoins d'importer tel ou tel type de produit en fait, je pense que, en gros, je pense que là-dessus, il y a deux niveaux. Il y a le volet surveillance et il y a le volet traitement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail effectivement des maladies et je serais incapable de donner le détail, ça on peut regarder au cas par cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le volet surveillance, surveillance des maladies, donc avec fièvre afteuse, peste porcine africaine, peste des petits ruminants, on est sur un certain nombre de maladies qu'on va retrouver et qui, quelque part, euh, on essaye de les maîtriser localement. C'est toujours un challenge. C'est ce qui contraint bien souvent l'export, hein, l'export de viande dans d'autres régions et qui va affecter la productivité dans les différentes filières. Ce que je peux aussi dire, c'est que sur le volet grippe aviaire, alors aujourd'hui, on n'a pas de cas de grippe aviaire recensés, mais ce qui explique aussi les points de vigilance qu'il peut y avoir sur les exports venant d'Europe et tout ça. Et donc, aussi cette crainte de se dire si ça arrive jusqu'à chez nous, comment on va pouvoir lutter et comment on va pouvoir trouver les solutions là-dessus avec des exploitations qui sont plus nombreuses et plus éclatées dans des conditions de biosécurité qui sont variables. Donc il y a un point de vigilance de manière globale sur cette santé-là. Après, c'est sûr que on a une habitude qu'on essaye aussi de promouvoir sur une approche plus surveillance et en gros le vétérinaire qui va être plus le vétérinaire qui va éviter que la maladie se développe plutôt qu'un vétérinaire qui va être là pour vacciner ou pour traiter. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi des approches qui sont à diffuser pour dire voilà, le vétérinaire, il est là pour suivre sanitairement les troupeaux, mais éviter que les maladies se développent et pas juste en pompier une fois que la maladie est développée. Donc ça, c'est aussi un switch qui a besoin d'être conduit, qu'on peut travailler avec les vétérinaires, qu'on peut travailler aussi avec les solutions qu'on va apporter. Et donc, quelque part, c'est pas toujours on va dire, le produit qui est important, c'est aussi toute la méthode et les tests et les analyses qui vont être faits en amont. Donc ça, c'est aussi une tendance et c'est un point important, mais qui est même culturel et insufflé dans la production. Et donc ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, le One Health, on en parle. L'impact en fait de la santé animale sur la productivité, on en parle beaucoup. Après, je pense que c'est à trouver les bonnes solutions qui permettent d'avoir des effets leviers importants. Par exemple, ne serait-ce que sur les tiques ou l'exposition à des tiques, réussir à trouver un certain nombre de solutions pour répondre à ça, c'est un impact, c'est des solutions importantes sur la santé animale. Et encore une fois, on en discutait sur des séminaires là-dessus, l'alimentation est aussi le clé. Parce qu'en fait, un animal en bonne santé, c'est aussi déjà en premier lieu un animal qui a bien mangé et qui n'a pas de carence particulière. Et ça, c'est aussi un point. Et donc ça, c'est encore une fois de la connaissance à diffuser pour faire en sorte qu'on ait une approche vraiment globale, intégrée et complète et holistique pour mener à bien les élevages. Donc, ce que tu veux dire, en fait, pour conclure un petit peu, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de prévention, en fait. On traitait, on soignait la maladie quand elle était là. Et là, la tendance va vers justement plus de prévention en amont. Ouais, de manière très très raccourcie et très très synthétique, je pense qu'on peut aussi se dire c'est comme ça qu'on veut amener aussi l'évolution du secteur. Et une petite question, par quel réseau, du coup, c'est tout ce qui est produits vétérinaires, tout ce qui est cet ensemble du service, on va dire, en complément, les feeds, les aliments complémentaires, des choses comme ça, est-ce qu'il y a un réseau un peu particulier ou est-ce qu'il y a plusieurs types de réseaux? Comment c'est un peu organisé, on va dire, l'accompagnement vétérinaire global autour de l'élevage, notamment bovin, par exemple? En fait, il y a plusieurs schémas. C'est-à-dire que soit on est sur des filières un peu intégrateurs avec les acteurs que vous avez là, et donc du coup, qui vont dispenser notamment un peu de conseils techniques et notamment un peu de suivi sanitaire. Mais sinon, la distribution, elle est beaucoup par les agrovets et par du coup des myriades finalement de distributeurs locaux où on est d'accord, le conseil est peut-être pas forcément développé. C'est-à-dire qu'on vend des produits, mais il n'y a pas forcément la part conseil qui vient.
Donc ça, c'est aussi des choses à travailler. Et je pense que les acteurs présents, encore une fois, il y a de l'offre qui est présente là. Il y en a qui vont adopter on met sur le marché et puis derrière, on va laisser faire le travail par les distributeurs. Je pense que la démarche qui peut être gagnante, c'est encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est un partenariat de longue durée avec un certain nombre de. Alors, pas forcément, il y a des distributeurs, mais surtout aussi des acteurs qui vont faire de l'alimentation animale ou qui vont faire ou ces grands intégrateurs-là, pour montrer que, voilà, en apportant du conseil, en apportant des solutions, on peut identifier les solutions à développer, comment on règle tel ou tel problème qui peut être composite avec l'alimentation, avec la médecine, avec autres. Donc, je pense que derrière ça, voilà, encore une fois, le réseau de distribution il est développé par les agrovets, mais derrière, il y a certainement d'autres moyens aussi de pénétrer le marché qui est plus, on va dire, en phase avec l'approche que je vois en fait de l'offre française, qui est vraiment de construire quelque chose avec du conseil et du service, ce qui est plus cher à l'achat. Et donc, du coup, il faut trouver le bon système et les bons partenaires pour pouvoir développer ça, sachant que voilà, il y a des acteurs européens, il y a des acteurs américains qui sont aussi déjà présents sur le marché. Mais encore une fois, je pense que l'innovation, elle passera aussi à la fois par les produits, mais aussi par la méthode et l'organisation et la pénétration des filières et les bons partenariats. Ok, merci. Merci pour la question. On passe au point suivant, Vincent, si tu veux. Bonjour, excusez-moi. Oui, bien sûr. Je Oui, voulais Alexandre. juste revenir sur les filières juste avant. Vous parlez tout à l'heure de grandes filières, on va dire, intégratrices. Est-ce que, notamment dans le marché du lait, comment se passe la collecte et est-ce qu'il y a des chartes? Est-ce que c'est intégré? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sont contractualisés? Non, alors peu ou pas. Alors il y a un certain nombre de coopératives, mais même dans les coopératives, on n'a pas forcément de contrat en tant que tel. Donc on est bien souvent sur une collecte qui va se faire dans des bidons avec des motos ou alors quelques camions qui vont sillonner la campagne avec éventuellement des zones un peu intermédiaires, mais on n'a pas de grosse contractualisation dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on est sur une collecte qui pourrait être encore plus, on va dire, organisée. Un des grands, c'est Brookside, qui est en partenariat avec Danone. On a une coopérative, le New KCCL, le New Kenya Cooperative Creameries, ça c'est parapublic. On est sur des coopératives aussi, mais tous se rencontrent un certain nombre de difficultés en termes de collecte et de disponibilité. Donc il y a aussi encore un travail à faire sur comment, quand on est grand acteur, on arrive un peu plus à investir dans l'amont pour sécuriser son amont. Et là, c'est à la fois en termes de quantité, mais aussi en termes de périodicité. Aujourd'hui, on a des vrais challenges. On a des périodes de pluie. Alors, on sort de 3 années de sécheresse, mais on a des périodes de pluie qui sont très localisées. Donc là, en ce moment, typiquement, on a des fortes pluies, donc on a de la disponibilité en pâturage et donc on a une production laitière qui est beaucoup plus importante. Donc on a aussi des pics importants à certaines périodes de l'année de lait et une absence complète de lait à d'autres moments. Donc il y a aussi, au-delà de la contractualisation sur le sourcing, c'est aussi comment on arrive à lisser aussi cette production sur l'année pour faire en sorte que derrière, on arrive à approvisionner aussi les grandes compagnies sur la durée. Alors des plus petits, comme des bio, Coop ou autres, arrivent peut-être plus à structurer cette collecte. Encore une fois, les différents schémas sont là, mais ça reste encore quelque chose à développer. Très bien, merci. Merci Alexandre. On passe au point suivant. Un petit mot sur le commerce bilatéral entre oui, alors j'en ai déjà France dit. Et ses deux pays. Ça marche. J'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure et Ludovic avait aussi dit quelques mots, mais c'était juste pour vous donner un peu une petite idée des flux et du commerce. Donc, quand on parle d'exportation française, donc de la France vers le Kenya, vous voyez, on est autour de 50 millions d'euros de produits agro qui sont échangés, et notamment sur des produits, on va dire, agroalimentaires. Ça reste faible, ça reste petit en termes de montant. Le côté importation est plus développé et là on va retrouver effectivement des fruits, des fleurs, des avocats, des haricots qui vont venir vers la France. Donc vous voyez 135 millions d'euros qui sont échangés vers la France.
Encore une fois, ce qui est important aussi de noter, c'est que finalement, tout le commerce bilatéral entre du Kenya vers la France, c'est des produits agricoles, à quelques exceptions près. Vous voyez, 93% des flux, c'est des produits agricoles. Dans l'autre sens, on est autour de 30%. Donc, on est toujours sur cette géométrie un peu, sur cette asymétrie entre les flux et cette demande de recherche effectivement de marché du côté kényan vers la France. Mais on arrive, la balance commerciale est forcément pas en notre faveur sur le volet focus agri-agro. Maintenant, vous voyez que certaines, que c'est un petit peu en augmentation sur certains secteurs d'activité. Le volet alimentation animale reste, vous voyez, encore très, très faiblement développé. En 2022, c'était 98 000 euros. En 2021, c'est 208 000 euros. Donc là aussi, on est sur des choses qui sont fluctuantes. Qui sont fluctuantes en fonction aussi du prix des matières. On est essentiellement sur la volaille, sur ce volet alimentation animale ou complément alimentaire. Mais mais de manière globale, de toute façon, la tendance est quand même à privilégier les importations dans la zone de libre-échange, plus que des importations extérieures. On n'a pas de problème de devise pour le Kenya ni la Tanzanie, en tout cas par rapport à l'Éthiopie. Maintenant, c'est comment susciter aussi l'intérêt d'importer et de chercher plus loin de l'innovation, des produits à haute valeur ajoutée, pour montrer qu'on a un intérêt dans les filières. Et sur la Tanzanie, vous voyez que c'est encore plus réduit. On est sur 12 millions d'imports depuis la France et puis 24 millions d'exports vers la France. Donc on a aussi cette relation économique qui est quand même moins développée entre la France et la Tanzanie, même si les choses évoluent et l'attention est un peu plus attirée sur la France depuis la Tanzanie. De manière globale, et je pense que ça c'est aussi important, c'est pour ça que c'est nous, on fait la promotion aussi de la présence française et des échanges. Les pays vont qualifier l'agriculture d'un pays plutôt par le montant des échanges commerciaux qu'il pourrait y avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de prêcher, que ce soit en Tanzanie, mais surtout au Kenya, c'est de dire, mais la France, c'est le premier producteur agricole européen, c'est le deuxième producteur agroalimentaire européen, donc c'est un partenaire privilégié pour un certain nombre d'investissements, pour un certain nombre de solutions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant et qu'on veut faire réaliser aux partenaires kenyans. Mais c'est vrai que ce n'est pas le premier partenaire commercial du Kenya sur les produits agri-alimentaires. En guise de conclusion, on vous propose maintenant de faire un petit débrief sur les points d'attention et les opportunités, donc que ce soit sur le Kenya ou la Tanzanie. Vincent, je te laisse conclure avec cette diapo. Ça marche. Alors, je vais essayer, peut-être je vais les traiter ensemble et puis en mettant les petites nuances, mais je pense qu'on est sur deux pays qui sont à forte importance sur le secteur animal et avec, comme on l'a dit, des secteurs historiques qui sont sur les ruminants et puis des secteurs en boom que sont notamment la volaille et puis certainement en devenir aussi sur le porcin, notamment au Kenya. Que globalement, il y a de la place pour des solutions plus innovantes qui sont bien accueillies. Maintenant, la difficulté, elle va quand même être à changer les habitudes et surtout à trouver un marché et à trouver la bonne cohérence entre le coût que ça va représenter et le bénéfice que ça va apporter, sans parler des sujets effectivement de préfinancement ou autre, mais vraiment, il y aura toujours besoin de convaincre, d'autant plus que il y a de l'offre locale qui est présente, avec des réseaux de distributeurs qui sont développés. Donc, il y a une concurrence qui va être assez importante sur des produits peut-être un peu plus low cost, ou déjà de se dire, si c'est un produit que je n'utilisais pas par le passé, pourquoi je l'utiliserai demain? Donc, ça nécessite quand même un partenariat et une confiance qui doit s'établir dans la durée. Et c'est ce que je mettais par opportunité, à condition de s'investir, de prospecter. Je pense que nous, on peut faire un peu de promotion là, comme ça, rapidement, à l'occasion d'un webinaire, mais je pense que vous qui êtes le représentant des entreprises, c'est vous qui êtes les mieux à même de voir comment votre solution peut rencontrer finalement une demande au niveau local. C'est vous qui pouvez mieux la défendre et aussi réaliser un peu les interactions qu'il peut y avoir. Donc ça nécessite de s'investir. Et encore une fois, on est vraiment dans une logique. Et là, aujourd'hui, les acteurs dans les deux pays, ils recherchent des financements, ils recherchent des investisseurs. Alors, on ne sait pas trop qualifier ce que c'est un investisseur, mais donc en gros, quelque part, ils recherchent du partenariat
dans la durée. Et donc, pas forcément de se dire on est sur du trade et on restera sur du trade. Donc, c'est un partenariat de plus long terme qui a à construire. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut voir aujourd'hui en termes de facteurs clés de succès. Il faut s'attendre à avoir quand même un peu de concurrence. Et voilà. Mais je pense qu'au niveau de l'offre française, encore une fois, et particulièrement de la Bretagne, on est quand même sur ces productions-là. On est en pointe, on est adaptable. Là, je pense que c'est un point aussi que je mets souvent en avant sur l'offre française, c'est qu'on n'est pas en train de dire il faut que des bâtiments de tant de centaines de mètres carrés sous cette condition-là. Je pense qu'on a des diversités d'approches, des diversités d'approches sur l'alimentation, des diversités d'approches sur les bâtiments, sur le volet sanitaire, qui font que ça peut être apprécié plutôt que de plaquer un modèle et de le dupliquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, et voir un peu. Mais encore une fois, dans cette perspective-là de coût et d'accessibilité, on reste quand même dans une première approche qui est de dire l'alimentation ou les inputs, ça ne doit pas coûter. Donc, derrière, il faut faire la preuve que ça apporte beaucoup. Et ça, ça demande du temps parce que derrière, il faut du retour d'expérience, il faut un certain nombre de points de comparaison. Voilà. Sur le Kenya, juste pour dire que, comme l'a dit Ludovic, on a une présence française qui se renforce. On a des grands acteurs français qui sont venus sur les 5 dernières années. Vraiment, aujourd'hui, on est à peu près sur une quarantaine d'entreprises françaises, agri, agro, services, qui ont rejoint le club agro qu'on a créé il y a 1 an et demi. Et on est sur une dynamique qui augmente. Donc là-dessus, pour nous, c'est de montrer qu'il y a une belle dynamique en termes d'investissement, mais il y a aussi une offre française qui commence à être de plus en plus conséquente. Et donc ça, c'est important aussi de le faire valoir auprès des partenaires kenyans, que ce soit le public ou le privé. Et on va continuer à travailler dans cette dynamique-là pour montrer tout ce que peut apporter en termes de potentiel l'agriculture française, en termes de solutions, en termes de coopération. On est en train de mettre en place un programme qui permettra de faciliter le rapprochement entre ces acteurs publics, privés français et kenyans, notamment sur le volet agricole et sur le volet élevage, et notamment avec la Bretagne, puisqu'on essaie de travailler notamment avec Valorial, le pôle de compétitivité Valorial, pour avancer sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est des choses qui vont se déployer dans quelques temps. Et comme on est en Bretagne, c'est vrai qu'on va voir dans quelle mesure, mais ça, c'est encore en projet, mais est-ce que dans une prochaine visite un peu institutionnelle, un peu privée, on ne pourrait pas avoir une délégation pour le SPACE, une délégation kenyane au SPACE 2023, qui pourrait être aussi un bon relais de l'offre française. C'est vrai qu'il y a une habitude de sommet d'élevage, il y a une habitude peut-être un peu moins du salon de l'agriculture, mais le SPACE pourrait être aussi intéressant par rapport aux productions qu'on évoquait et sur les schémas un peu de coopération et de rapprochement qu'il pourrait y avoir. Mais encore une fois, vraiment, c'est de s'inscrire dans un partenariat dans la durée et de se dire comment on co-investit ensemble. Je pense que c'est quand même le maître mot, je pense, de la réussite, et donc d'inscrire ça dans un partenariat durable. Moi, j'ai une petite question par rapport aux us et coutumes dans le business. Est-ce qu'il faut, en toute objectivité, est-ce qu'il faut s'armer de patience pour travailler avec ces deux pays? Est-ce que quand un Kenyan ou un Tanzanien dit oui, c'est oui peut-être, ou c'est un oui franc et massif, est-ce que tu peux donner un peu de tips sur la perception des échanges et ce à quoi on doit s'attendre en termes de pratique et de culture business? Est-ce que je peux botter en touche et passer la parole à Ludovic? Je savais que tu allais faire ça. Vous êtes deux dans l'équipe, vous répartissez les rôles comme bon vous semble. Donc Ludovic. Ouais. Alors, c'est toujours compliqué de répondre, enfin, de manière générale à cette question-là, parce qu'après tout dépend de la personne et du partenaire duquel on est en train de parler. Ils ne sont pas tous égaux là-dedans, mais globalement, c'est ce que j'ai évoqué en finalement début de présentation. C'est ce que je disais, on est sur une mentalité qui est globalement de nature anglo-saxonne. Et donc, ici, quelqu'un ne va pas vous dire oui, viens me voir, on va discuter, si il n'a pas un intérêt à la base pour le produit ou la solution de manière générale. Donc, les rendez-vous de complaisance ici, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que si la personne en face de vous vous dit oui, je veux vous voir,
c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui l'intéresse et qu'il veut creuser pour voir si potentiellement ça peut aller ou non plus loin. Maintenant, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, bien sûr, mais ça, je pense que c'est vrai partout dans le monde à l'export. C'est comment construire une relation. Ça veut dire qu'il faut venir, il faut garder le lien, il faut souvent revenir pour arriver à créer une dynamique avec un client ou un partenaire local. Si je devais faire une différence entre les deux pays dont on parle aujourd'hui, je dirais que les Kenyans sont globalement plus réactifs que les Tanzaniens et que en Tanzanie, il va falloir déployer plus d'efforts pour obtenir des retours et pour maintenir cette relation que ça va être le cas au Kenya. Et la Tanzanie exigera peut-être encore plus que le Kenya de revenir physiquement dans le pays pour maintenir ce lien-là. Avec le Kenya, voilà, des échanges d'emails, ça peut fonctionner. Les Tanzaniens, très régulièrement, ne répondent pas à leurs mails. Donc, il y a peut-être plus besoin d'être présent physiquement sur la partie tanzanienne que sur la partie kenyane. Mais globalement, voilà, ça prend effectivement du temps et ça nécessite de revenir plusieurs fois dans le pays. Et peut-être, je rajouterais, et d'accueillir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui peut-être manque, fait un peu défaut par rapport à d'autres, c'est qu'on a besoin de faire connaître la France au sens large. C'est-à-dire que les gens, au-delà des acteurs, ils aient besoin de voir aussi à quoi ressemble l'agriculture en France, de voir à quoi ressemble la diversité en fait des exploitations et tout ça. Et je pense que bien sûr, avec un certain nombre d'acteurs, c'est est-ce que vous nous payez le voyage ou autre, mais s'il y a un intérêt business, c'est aussi apprécié à mon sens d'accueillir et ça sera autant de démultiplication après derrière, de dire bah, venez voir la solution, venez voir un peu chez nous comment on l'utilise, venez voir un peu comment on l'utilise dans les élevages et ça fera d'une pierre trois coups parce qu'ils verront autre chose, ça donnera aussi envie de regarder autre chose. Et ça aujourd'hui, je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment travaillé et c'est un peu l'objectif de cette dynamisation-là, c'est-à-dire que autant les uns et les autres vont avoir l'habitude, en tout cas des représentants professionnels vont avoir l'habitude d'aller aux Pays-Bas, d'aller en Allemagne pour un certain nombre de salons. Ils vont moins avoir l'habitude de venir en France pour voir un peu le volet professionnel ou d'aller à la rencontre des campagnes françaises ou autres. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment besoin de aussi le proposer. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose qui pourrait se développer au-delà d'aller dans le pays, de ne pas avoir peur d'accueillir et d'inviter. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire? Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez aller plus en profondeur sur certains sujets, sur vos projets, n'hésitez pas à revenir vers Isabelle Collin, votre chargée d'affaires que je ne présente plus. Vous avez ses coordonnées ici dans la présentation et puis évidemment sur le site web de BCI dans la rubrique vos contacts. Vincent et Ludovic restent aussi à votre disposition si vous avez envie. C'est très facile d'organiser une visio, hein. Encore une fois, on est très très réactif. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Je vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Merci encore Ludovic, merci Vincent d'avoir partagé votre expertise avec nous ce matin. Je vous dis à très bientôt pour de prochains webinaires. N'hésitez pas à consulter l'agenda sur le site de Bretagne Commerce International. À très bientôt, au revoir. Merci à tous, beaucoup. au revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir.